Il y a eu un facteur déclenchant. Je pense que vous avez souvent évoqué la mort de votre père. Est-ce que ça a été lié à d'autres choses? Ou vous vous êtes dit, il y a un moment où on ne réfléchit pas, vous vous êtes dit, j'ai cette histoire à raconter? Alors je pense que les passages à l'acte, il y a le conscient et l'inconscient. Donc il y a ce qu'on décide de mettre sur une décision. Et puis, encore une fois, tout l'inconscient, j'en parle souvent parce que pour moi, c'est tellement ce qui nous constitue, l'inconscient, en fait, plus que celui qu'on maîtrise. Parce que l'inconscient, il y a effectivement cette vérité de nous-mêmes qu'il n'y a pas forcément dans ce qu'on a décidé de montrer de soi. C'était quoi la question? Sur le facteur déclenchant. Ah oui. Oui. Et donc effectivement, je suis quelqu'un qui fonctionne non pas sur le désir ou le plaisir, mais qui fonctionne sur le besoin. Et je pense qu'à chaque fois que j'ai fait quelque chose, c'était ce moteur-là, le moteur du besoin, le moteur de la nécessité vitale d'agir. Après, il y a des éléments extérieurs qui favorisent ce besoin. Et effectivement, la disparition de mon père, il y a 6 ans, a été comme une autorisation, a été comme une permissivité de pouvoir m'exprimer sur ce que je pense m'habitait depuis très longtemps, mais pour lequel j'exerçais un profond déni et ne m'autorisais pas à m'accorder le fait de pouvoir essayer d'entrevoir une vérité de ce que j'avais pu vivre, de ce que j'avais pu... C'est très difficile de juger ses parents, surtout moi je ne suis pas du tout dans le jugement. En fait, c'est un mouvement, le jugement qui ne m'appartient pas. Je suis une artiste et je crois que la volonté de l'artiste, c'est d'abord de comprendre et non de juger. C'est pas à nous de le faire. Donc il m'était impossible de toute façon de juger mes parents ou de juger mon père. Et je pense qu'effectivement, tant qu'il a existé, je ne me suis pas autorisée parce qu'il y avait indirectement une forme de jugement dans le fait que j'allais peut-être moins libérer des choses de moi-même. Et comme c'est quelque chose que je réfute énormément, je pense que j'avais besoin de cette liberté-là. Et puis, de manière tout à fait annexe, je m'ennuyais un peu dans le cinéma français parce que j'ai été gâtée, j'ai été habituée à des rôles forts, à des rôles puissants, des rôles signifiants, et que j'ai pas l'impression de faire un métier en tant qu'actrice. C'est la façon dont j'existe, c'est la façon dont je vis, et donc il m'est impossible de faire un rôle ou un film que je ne ressens pas profondément ou dont je n'ai pas besoin. Et comme pour moi, accepter un rôle, c'est tomber amoureux, c'est exactement la même mécanique. C'est-à-dire que je ne le décide pas, je ne le choisis pas. Un metteur en scène vient me chercher, j'ouvre un scénario, je découvre une histoire et je découvre un personnage et je tombe amoureuse de ce personnage que j'ai envie de défendre. Donc ça n'arrive pas tous les jours de tomber amoureux. Et c'est la raison pour laquelle je ne tourne pas beaucoup non plus, parce que je pense que j'ai une exigence qui m'entraîne à faire des choix sélectifs. Et donc je m'ennuyais un peu dans le cinéma, et c'est vrai que j'avais l'idée de la réalisation qui me rongeait de plus en plus, et surtout l'idée de m'écrire un personnage que je rêverais d'interpréter. Et finalement, même si au départ ça a été très présent dans mon esprit, très rapidement, je suis tombée dans le pot de miel de l'écriture et j'ai oublié cette notion d'écrire un personnage, et en fait je suis partie tout à fait dans une autre démarche. Pour revenir finalement au fait que maintenant qu'il est là et que le livre est écrit, je voudrais le réaliser et incarner mon personnage. Un film, donc on en parlait, oui, mais parce que le livre, il y a quelque chose de très cinématographique, de très visuel. Alors je voudrais, c'est peut-être pas le moment de le dire, mais je voudrais quand même dire ce que j'ai ressenti en recevant votre livre, dans le sens où il y a des livres que je reçois forcément pour ce festival par kilo, hein, en lecture, et j'ai commencé par le vôtre,
Voilà, c'est un ordre un peu aléatoire, parce que j'avais envie, enfin, voilà, c'est toujours instinctif aussi, une envie. Et je dois vous dire que je trouve qu'il ne faut jamais avoir d'a priori sur les livres. Vous êtes comédienne, mais enfin bon, il y a des écrivains qui ne savent pas écrire, comme il y a des comédiennes qui peuvent faire des chefs-d'œuvre. Enfin, je veux dire, je n'ai jamais eu d'a priori. Et je dois dire que je ne suis pas une amatrice de polar, donc en général, les livres qu'on ne lâche pas, c'est plutôt des polars ou des thrillers. Et là, je crois en une nuit, plus une journée, je l'ai lu en entier. En fait, je devais en lire d'autres en priorité, je ne pouvais pas le lâcher. Donc je tiens à le dire, si ça ne m'avait pas plu, j'aurais rien dit du tout. C'est en général comme ça que ça se passe. En vérité, votre livre a une force, une puissance instinctive. C'est à la fois dû, au fond, à l'histoire que vous racontez, mais une histoire intéressante sans un style, c'est pas suffisant. Et il y a des trouvailles de style assez incroyables, pour notre public, pour notre lecteur, pour les amateurs de mots. Il y a une façon de travailler les dialogues, un rythme que vous imposez, il y a quelque chose d'à la fois puissant, visuel, magnétique. Donc il y a une puissance du fond et il y a une puissance de la forme. Donc voilà, c'est un livre qui ne rentre pas dans une catégorie. Et donc tous les a priori qu'on peut avoir, encore un livre de comédienne, ont explosé à la première page, j'allais dire. Voilà. Donc je tenais à vous le dire parce que voilà, c'est un ressenti et puis on en sort enrichi. Alors, sur le titre, même le titre, c'est les abusés au pluriel. Donc c'est bien, vous rentrez dans la tête de l'homme et de la femme, donc dire de l'abusé, de l'abuseur, même si je trouve que le mot n'est peut-être pas très, très beau. Enfin, je vous avais dit que le titre, je trouvais que ça aurait mérité un titre plus lyrique ou plus... Voilà, maintenant, ça décrit vraiment cette histoire de ce couple. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne prend pas parti... Enfin, vous faites en sorte qu'on ne prenne pas parti. On pourrait prendre parti pour la femme, qui est plutôt victime d'un homme qui ressemble quand même à un pervers narcissique ou à un manipulateur. Mais ce n'est pas le cas. On vit une vraie histoire d'amour. C'est quand même la thématique principale, une vraie passion. On vit leur névrose. Alors, il faut dire aussi que ce sont deux artistes. Lui est un artiste peintre, très connu, elle est comédienne. Et en vérité, on n'a pas envie que cette histoire finisse. Même quand on sent bien sûr qu'elle va se terminer. Alors, j'ai une question. Vous avez interprété, il y a quelques années, La Marquise des Ombres, qui était un superbe téléfilm qui parlait de la marquise de Brinvilliers. Alors, la marquise de Brinvilliers, sous Louis XIV, elle avait empoisonné toute sa famille. Elle a été décapitée, d'ailleurs. Et la Brinvilliers a subi des abus, bien sûr. Elle a été violée par ses frères, mariée de force, manipulée par son amant. Est-ce que vous pouvez imaginer que l'abuseur ou le monstre pourrait être une femme? Est-ce que c'est possible dans l'absolu? Alors oui, je pense que c'est absolument pas genré et qu'il y a évidemment des femmes perverses narcissiques. En fait, moi, ce qui m'intéressait vraiment dans cet ouvrage, c'était effectivement, ça s'appelle les abusés masculins pluriels et non pas EES, comme on pourrait se rendre à une évidence. Et je mets de côté évidemment l'empathie évidente et nécessaire envers les victimes dont je fais partie. C'est non négociable. Pour autant, ce n'était pas mon sujet. Mon sujet, c'était de rentrer effectivement dans la tête de celui qui fait le mal et dans la tête de celui qui le subit. Donc effectivement dans la tête de l'abusé comme dans celle de l'abuseur, et de décortiquer les mécaniques psychologiques entre ces deux êtres. Et de s'apercevoir qu'à partir du moment où on veut essayer de comprendre cette mécanique, on est obligé de retourner aux racines du mal, c'est-à-dire dans l'enfance, parce que c'est là où tout se joue, où tout se construit. Et que quand on retourne à ces racines, on s'aperçoit que l'un comme l'autre, l'abusé comme l'abuseur, sont au tout début, je dis bien au tout début, deux victimes. Ce sont des êtres en général dont le socle affectif a été détérioré, abîmé, saccagé, voire violé, et qui, chacun à sa façon,
va survivre dans l'existence, en faisant le mal, c'est-à-dire qu'il va se couper de sa propre souffrance et il la vivra à travers celle qu'il va commettre sur l'autre. Et celui qui subit le mal est en fait un dépendant affectif qui, n'ayant pas reçu l'équilibre d'amour, n'a pas été constitué de cet élément qui est si important, qui est aussi important que boire, manger, être aimé. Et qu'à partir du moment où ça ne lui a pas été donné, l'enfant, quand il a 3, 4, 7, 8, 12, c'est déjà trop tard, ne peut pas concevoir que son père ou sa mère ne l'aime pas. Donc forcément, il va reporter la faute sur lui. Et c'est lui qui va se rendre coupable. On dit que quand vous violentez un enfant, il n'en veut pas à ses parents. Il ne va pas ne plus aimer ses parents, il va ne plus s'aimer lui. Et c'est exactement ce qui se passe, c'est-à-dire qu'il va grandir dans l'idée qu'il n'est pas aimable. Et à partir du moment où il va grandir dans ce processus, c'est un processus qui ne le quittera pas et que quand il vivra une relation adulte, amoureuse et qui sera maltraité, il sera à peine surpris ou il trouvera ça presque normal, puisque ça sera dans la continuité de ce qui lui a été inscrit dès son plus jeune âge. Et c'est vraiment ce décortiquage-là, à travers une passion et non pas une histoire d'amour. Parce que je fais une énorme différence entre les deux, parce que les qualificatifs qui accompagnent une histoire d'amour, la bienveillance, la tolérance, le bonheur de l'autre, sont absolument antinomiques avec la passion, où on est sur la possession, on est sur la soumission, on est sur la jalousie, sur la propriété, et que cette passion dévastatrice qui démarre de la rencontre jusqu'à la rupture, c'est vraiment le parcours en profondeur et en détail de la descente aux enfers de ces deux êtres qui, après avoir démarré d'une façon idyllique leur aventure amoureuse, va se transformer en cauchemar. Et c'est ce processus d'emprise, ce phénomène d'emprise que je voulais vraiment déployer et de montrer que, quelle que soit l'emprise, qu'elle soit professionnelle, familiale, religieuse, sexuelle, toute forme d'emprise, en fait, cache et protège une autre qui est l'emprise de l'enfance. Et en fait, c'est celle-là qui nous bloque, c'est celle-là qui nous paralyse, et c'est celle-là qui, tant qu'on ne l'a pas regardée en face, tant qu'on ne s'en empare pas pour essayer de grandir et donc de guérir, on perdra dans les schémas qui sont ceux qui nous sont familiers. Justement à ce propos, lire un passage. Lorsqu'ils disent « je t'aime », ils disent « je te hais », mais ça leur produit le même effet. Ces 4 lettres recèlent la même grâce, la même volupté. Elle est une dépendante affective entre les mains d'un pervers narcissique, alliance parfaite, faite pour s'entendre. Elle comblera sa peur de l'abandon, son besoin de sacrifice, tandis qu'il exercera son contrôle et sa domination. Ils seront dans une relation de complétude proche d'une addiction. Leur pathologie s'imbrique comme les pièces d'un puzzle. Leur union a toutes les chances de durer, quel qu'en soit le prix, enchaînée par un contrat pervers. Est-ce ce qu'elle veut, alors elle doit l'écouter. Et on a vraiment ce sentiment de quand on se dit ça ne va jamais s'arrêter. Parce que chacun vient apporter à l'autre, enfin répondre aux névroses de l'autre en fait. En fait, c'est des binômes pathologiques. C'est comme deux muscles en synergie qui s'alimentent l'un l'autre en fait. Il n'y a pas de bourreau sans victime, il n'y a pas de victime sans bourreau. Et il y a une co-responsabilité dans le sens où la personne qui subit le mal a une faille en elle, une vulnérabilité qui l'expose au prédateur. Mais c'est donc quelque chose en elle qui n'est pas à sa place, parce que tout le monde n'est pas soumis à ces gens-là. Il y a des femmes ou des hommes qui ne tomberont jamais dans ces pièges, parce qu'ils les repèrent, alors que la proie est quelqu'un qui effectivement
respire cette vulnérabilité et le prédateur le sent, la repère et va évidemment s'en emparer. C'est vraiment comme dans le monde animal, c'est quelque chose de sensoriel et d'organique. Et effectivement, il s'accouple, non pas pour le meilleur, mais souvent pour le pire. Le drame, c'est qu'on ne s'en rend évidemment pas compte tout de suite, parce que si on était clairvoyant sur le schéma et le piège, on ne tomberait pas dedans. Donc c'est évident que c'est des choses qu'on découvre au fur et à mesure, et encore, certains prennent des années, parfois une vie. Donc effectivement, ce sont des pathologies, des associations pathologiques en fait. Oui, il y a ce côté justement où vous analysez, point de vue psychologique, d'ailleurs vous citez le psychologue Green sur le syndrome de la mère morte, hein, qui est très intéressant, sur le personnage masculin, mais ça fait partie de ça, mais il n'y a pas que ça. Enfin, il y a quelque chose où vous arrivez à rendre, même si, je veux dire, même si la thématique au départ, on n'est pas forcément des personnes qui sont forcément touchées, concernées par cette thématique, d'autres moins, mais il y a une façon de la rendre universelle, où en fait on accroche, on rentre dans la psychologie de l'homme et de la femme. Et la réussite du livre, elle tient vraiment à ça, de rendre quelque chose de très intime, j'allais dire d'une certaine façon, à la portée de chacun ou universelle. Ouais. Non, mais parce que pour moi, c'est vraiment la, entre guillemets, la mission de l'artiste, c'est-à-dire que pour moi, et c'est pour ça que c'est un roman et pas une autobiographie, parce que pour moi, l'autobiographie a quelque chose de beaucoup trop, pour traiter de ce thème, j'entends, hein, ou de thème de l'intime comme ça, et donc qui peut s'ouvrir à tous, il y a quelque chose de trop égocentré et de trop réducteur par rapport à un thème qui peut être déployé à l'écoute de tous. Et que le roman permet de déployer les ailes d'un thème de manière beaucoup plus large, beaucoup plus vaste, et de donner ces passerelles au lecteur pour qu'effectivement, un, lui dire qu'il n'est pas seul, deux, lui permettre cette projection indispensable du lecteur avec son auteur. Et pour moi, la notion de partage avec l'autre sur des sujets comme cela est essentielle. J'écris pas ce livre pour moi en fait. Je l'écris parce que j'ai besoin à ce moment, quand j'ai cette pulsion de vouloir exprimer quelque chose, c'est ce besoin moi-même d'espérer que je ne suis pas seule. De la même façon que ceux qui le liront se diront « je ne suis pas seule ». Et c'est ce partage-là entre nous qui, moi, m'intéresse. Après, c'est juste une question de curseur, en fait. C'est-à-dire que là, l'histoire est poussée jusqu'à son paroxysme, parce qu'effectivement, quand on va... c'est le principe de la métaphore, presque. C'est-à-dire que souvent, c'est à travers une métaphore ou quelque chose de détourné qu'on a beaucoup plus facilement accès au message que quelqu'un essaye de nous dire. Quand c'est frontal, où ça nous effraie, où c'est agressif, où ça nous fait peur, où on veut être dans le déni. Et quand c'est détourné, on a un moyen plus doux d'accéder à ce qu'on est en train d'essayer de faire comprendre à quelqu'un. Et alors, je ne sais plus du tout où j'allais. Oui, ben moi non plus, c'est pas grave. Vous avez souvent dit être dans, enfin vous, à une période dans le déni, vouloir rester dans un monde merveilleux qui vous protège et que vous trouvez plus de vérité dans un rôle que dans votre vie personnelle. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir vécu une vie en écrivant ce livre, d'avoir ressenti la même chose dans l'écriture, en trouvant plus de vérité? En fait, le déni est aussi au cœur de l'ouvrage, parce qu'effectivement, mon héroïne est dans un profond déni. C'est évidemment quelque chose de moi-même que j'ai laissé transpirer à travers ce personnage. Le déni, pour certains d'entre nous, est une façon de se protéger évidente devant l'innommable ou devant l'impensable. Et si on veut garder ce qui était très important pour moi, la lumière, l'innocence,
une certaine grâce face à la vie, et mettre de côté tout ce qui va être regret, amertume, sarcasme. Le déni est une vraie solution. C'est pas du tout fait pour guérir, c'est juste fait pour traverser son existence. Et c'est vrai que moi, ça m'a évidemment été facilité par le fait que j'ai ce privilège incroyable de pouvoir incarner des personnages ou de pouvoir en écrire aujourd'hui, et que bien évidemment, j'ai ce moyen, j'ai cette soupape et ce moyen de soulager tout ce qui peut m'envahir ou tout ce qui peut m'habiter, et de le transmettre à travers un tiers, en fait. Mais c'est vrai que en plus, il y a quelque chose dans le déni qui est que quand un événement a été trop important, trop choquant, ou dit-on à un trop jeune âge, il y a cette fameuse mémoire traumatique qui se met en place. Cette mémoire qui effectivement a enfermé dans le placard des souvenirs, des événements qui ne réapparaissent pas en fait, qui ont été totalement occultés et qui permettent effectivement à l'individu de pouvoir malgré tout traverser son existence avec une forme d'équilibre et avec une forme de contentement malgré tout. Et je pense que dans mon cas, et c'est le cas d'Adélie, cette mémoire traumatique entraîne évidemment de manière indirecte le déni, puisque c'est la suite presque cohérente de la mémoire traumatique, qui est de vouloir rester dans le monde de l'irréel. Parce que c'est vrai aussi que les artistes, on devient artiste aussi parce que quelque part, on n'arrive pas à se positionner dans le monde tel qu'il nous est présenté, tel qu'il nous est offert, et qu'on ne trouve pas sa place dans ce monde-là. Et donc, notre façon de répondre à cet handicap, c'est d'en recréer un. Et l'artiste, qu'est-ce qu'il fait en fait? Il recrée des mondes à son image. Il écrit des histoires qu'il ressent, il incarne les personnages qui lui conviennent, il réalise les films qu'il a en lui. Mais en fait, ce sont la plupart du temps des grands enfants, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas su grandir dans une réalité et qui sont restés à un stade très juvénile d'approcher la vie à travers le rêve et à travers les réels. Et c'est vrai que l'artiste a cette possibilité-là. Et que je dois dire que plus le temps passe et plus je suis admirative en fait de ceux qui ne le sont pas. Parce que dans mon cas, je ne sais pas trop comment ma vie se serait passée si je n'avais pas été une artiste. Et donc, fort de ce que je ressens en tant qu'artiste, je me dis, mais comment font tous les autres qui ne le sont pas pour accepter, tolérer et vivre dans un épanouissement, dans une réalité qui m'apparaît moins si difficile, si complexe. Et du coup, je sais qu'on admire les artistes, mais en fait, moi, je suis très, très admirative de ceux qui ne sont pas, de vous, parce que c'est une chose dont je n'avais pas conscience au départ. Parce que les artistes aussi dans les salles. Pardon? Il y a peut-être des artistes. Ah bah oui, alors, welcome to the club. Mais voilà, c'est vrai que c'est... voilà, totale admiration. Voilà. C'est intéressant ce que vous dites